culturelles, sociales, etc. Et donc, il faut nous faire connaître aussi en France, et la marque employeur peut nous y aider aussi. Mais au-delà de ça, comme le rappelait Jenny au début, le premier objectif, c'est quand même d'aller recruter les talents dont nous avons besoin, et donc de faire savoir ce que nous faisons au ministère, la diversité des métiers que nous pratiquons, bien au-delà d'une image qui consisterait à penser que nous sommes simplement dans la gestion de la crise, même si c'est un peu notre quotidien en ce moment, et avec une personne qui tient la table au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes bien plus riches de métiers, de profils, de compétences que cela. Alors, Jenny, est-ce qu'on peut rappeler les effets positifs, justement, d'un travail comme celui-là, d'une stratégie efficace de marque employeur ? Agnès l'a souligné déjà, effectivement, le premier enjeu pour une entreprise et les premiers effets positifs pour une entreprise de travailler sa marque employeur, c'est d'attirer des talents et dans un deuxième temps, fidéliser ses collaborateurs. Encore plus aujourd'hui où on est dans une pénurie de talents, dans un marché qui est compliqué pour les entreprises où elles cherchent toutes à recruter. Il y a une forme de guerre des talents et c'est comment l'entreprise elle va tirer son épingle du jeu pour attirer les candidats. Parce que finalement aujourd'hui, le candidat a le choix de choisir l'entreprise dans laquelle il veut aller. Et il y a 2 chiffres que je trouve très parlants pour exprimer ça. Vous avez aujourd'hui 90% des candidats qui se renseignent avant de postuler à une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus par hasard dans une entreprise, ils sont vraiment très avertis sur les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise dont parlait Agnès, tous les conditions de travail, les commentaires qu'il peut y avoir sur les réseaux. 90% se renseignent et 86% des personnes refusent de postuler à une offre ou de travailler dans une entreprise si elle a une marque employeur qui n'est pas bonne. Donc c'est un vrai enjeu d'une part sur ces problématiques d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. On fait, c'est la quête de sens dont on parle tout le temps, la quête d'explication. On ne fait plus les choses par hasard, notamment trouver son job. Avant, aller dans le service public, je parle de façon large, Agnès, on faisait ça pour faire la même carrière que quelqu'un de sa famille. On faisait ça de façon un peu automatique. C'est plus le cas aujourd'hui. Plus du tout. L'ensemble de la fonction publique se heurte à un défi majeur d'attractivité. On le voit dans le tassement des candidatures au concours. C'est-à-dire que l'époque où on rentrait dans la fonction publique parce qu'on avait un sentiment de garantie d'emploi à vie n'est plus du tout celle-ci. Tout simplement parce que le marché du travail est un marché dynamique et que nous avons aussi des profils de nouveaux jeunes recrues qui ne se projettent peut-être pas toute une vie avec le même employeur. Et nous devons en tenir compte, et je rebondis sur ce que disait Jenny, la première chose que nous devons vendre, et je n'aime pas ce mot parce que quand on parle de sens, c'est peut-être pas une notion mercantile qui doit être associée à cela. Mais nous devons expliquer pourquoi les métiers que nous proposons et les conditions dans lesquelles ces métiers vont être exercés font que vous allez donner du sens à votre vie professionnelle. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus beau sens que de servir le public. Mais au-delà de ça, c'est, dans le cas du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, servir les Français de l'étranger, servir la protection des biens publics mondiaux, servir la défense des intérêts de la France et de la sécurité internationale. Au bout du compte, c'est servir un monde plus juste. Ça a quand même du sens. Oui, effectivement. Et ça peut toucher certains jeunes qui sont aussi paradoxalement, en quête de sens. Aujourd'hui en quête de sens, mais même aussi en quête d'engagement. Et c'est quelque chose qui peut être apporté justement par ce type d'emploi, Agnès. Absolument. C'est exactement les emplois que nous allons proposer, nous, sur un site comme choisir le service public .gouv.fr, j'en profite. Quand on propose à quelqu'un de nous rejoindre pour travailler dans une équipe qui va être associée à des négociations sur l'avenir des océans ou sur la lutte contre le réchauffement climatique, quand nous proposons à des jeunes de nous rejoindre pour travailler dans des domaines qui touchent justement à la gestion des crises au centre de crise et de soutien, je crois que nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de publicité, mais nous avons besoin quand même, pour nous, de faire connaître cette marque bien au-delà de publics trop traditionnels qui auront les réflexes. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous voulons inoculer ce réflexe à des publics qui ne l'ont pas encore. Aller chercher d'autres talents, d'autres générations. Justement, parlons des canaux par lesquels on passe pour faire passer cette marque employeur, développer cette marque employeur. Jenny, comment on s'y prend ?
Alors, on va avoir le réflexe aujourd'hui de passer par le digital, Oui. évidemment, parce que c'est plus rapide. Donc, effectivement, le digital est un formidable moyen pour se faire connaître. Et ça, aujourd'hui, quelle que soit la taille de son entreprise, je trouve qu'avant, c'était quand même réservé aux grandes entreprises qui avaient des moyens de recruter en interne des community managers pour gérer leurs réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, on voit que tous les types d'entreprises et toutes les tailles d'entreprises s'y mettent à avoir une page Facebook, que les dirigeants ou les managers soient présents sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et communiquent eux aussi. Donc, c'est sûr que le digital, ça va être le premier levier pour le faire. Ça va être de créer du contenu, créer de la vidéo. La vidéo est aujourd'hui un très, très bon outil pour parler de sa marque employeur, notamment via ses collaborateurs. Ouais. Mais je vois aussi plus largement donc le digital, sans aucun doute. Mais si on peut apporter aussi des éléments auxquels on ne pense pas forcément, moi, je pense beaucoup au terrain. Les entreprises, elles sont très implantées dans leur territoire et c'est important qu'elles se mettent en valeur et qu'elles se fassent connaître sur leur territoire parce qu'avant tout, elles cherchent des candidats sur leur territoire. Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de réseaux professionnels dans lesquels elles peuvent se faire connaître. Elles peuvent apporter de la valeur en faisant des conférences, en apportant leur expertise sur des thématiques qui vont servir largement sur leur territoire. Ça peut être aussi d'être présent dans tous les forums, les forums de recrutement, d'emploi. Et puis, je pense aussi à... Moi, on est de Cognac, vous le savez, dans mon entreprise, et on a beaucoup d'entreprises autour du Cognac, et ils font, par exemple, des journées de bénévolat ou d'engagement RSE dans la ville de Cognac, où ils vont aller, par exemple, ramasser les déchets autour de la ville de Cognac. Et ça contribue énormément à valoriser la marque employeur. C'est très simple à faire, c'est en local, c'est territorial, et ça va contribuer, au-delà des réseaux sociaux et du digital, à donner une bonne image. Agnès, ça se matérialise comment? Vous avez parlé du site il y a un instant, mais effectivement, est-ce qu'il y a aussi des opérations terrain qui sont régulièrement organisées? C'est assez frappant parce qu'en réalité, les deux vecteurs mentionnés par Jenny sont les mêmes, du terrain et des réseaux sociaux. Du terrain parce que, et c'est tout l'intérêt encore une fois d'avoir une marque employeur. Moi, je l'imagine un peu comme une forme de menu qui donne envie de rentrer dans un restaurant. Oui. Et donc, il faut se balader avec son menu sous le bras et aller dans des salons étudiants, dans des forats universitaires, là où il y a des filières dont on sait qu'elles vont former à des disciplines dont le ministère a plus particulièrement besoin aujourd'hui. Je pense par exemple à tous nos efforts pour construire une filière africaine. On va aller tout spécialement chercher dans des universités qui travaillent dans ce domaine des étudiants qui pourraient nous rejoindre. Il faut aller dans des campus, mais aussi dans des établissements, dans les rectorats, pour pouvoir convaincre très tôt des jeunes de s'intéresser à nos disciplines et leur présenter le menu. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux. Et là, je suis d'accord avec Jenny. Au-delà de ce que l'on peut projeter, de ce que l'on peut fabriquer, et nous avons mis au point des petites capsules qui illustrent plus spécialement des métiers auxquels on ne pense pas et qui sont pourtant des métiers sur lesquels nous recrutons au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, y compris des métiers du numérique, y compris des métiers de l'immobilier, des métiers juridiques. Mais au-delà de ça, des capsules, et qui mieux que ceux qui travaillent au ministère peuvent parler de ce qu'ils y font, peuvent parler des chances qu'ils y ont eues. Et c'est là que l'on peut mettre en valeur des parcours exemplaires, des parcours républicains exemplaires et des parcours ascensionnels. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Agnès, parce qu'on a l'impression que pour vendre sa marque employeur, même si vendre n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas la faire partager, la direction d'une structure, d'une entreprise, d'un ministère sera la plus à même d'en parler, alors que peut-être le meilleur ambassadeur, c'est celui qui y travaille, le collaborateur, Jenny. Oui. Clairement, il y a une étude qui a démontré que lorsque le contenu était partagé directement par les collaborateurs, il y avait 8 fois plus d'engagement et qu'on faisait davantage confiance aux collaborateurs eux-mêmes plutôt qu'à toutes les actions qui sont menées au niveau corporate. Donc, sans aucun doute qu'effectivement, les témoignages des collaborateurs, et encore plus quand eux, ils prennent la parole directement sur leurs réseaux sociaux, c'est un impact qui est beaucoup plus puissant. Démultiplié. Agnès, oui, vous êtes oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Nous l'avons vu, et j'insiste beaucoup sur un point, c'est qu'il ne faut pas uniquement faire parler nos collaborateurs dans l'encadrement supérieur. Nous recrutons dans tous les métiers et à tous les grades ou niveaux de la fonction publique, y compris sur des postes qui sont des postes que l'on appelle dans le jargon de la fonction publique des postes de catégorie C ou B. Et c'est cela aussi qu'il faut faire parler. Et ils en parlent avec peut-être une conviction encore plus forte parce que c'est très spontané
Et rien ne remplace la spontanéité et le vécu du terrain. C'est peut-être aussi, et on en parlait dans la première partie de l'émission, je fais un pas de côté, le signe que on est un peu décorrélé des gouvernances des entreprises, de leur stratégie, qu'on veut travailler vrai, qu'on veut travailler avec du sens, et que ce sont effectivement ceux qui ont les mains dans le cambouis qui sont les meilleurs ambassadeurs. C'était une... Même s'ils n'en ont pas le titre, voilà. Effectivement. C'était une remarque en aparté. Est-ce que vous avez, Jenny, des exemples de réussite de marques employeurs, par exemple? Il y en a que j'aime beaucoup. Oui. Alors si une qui est très décalée, humoristique et que je trouve très juste, on peut citer Burger King. Alors je ne veux pas parler de fast-food, mais ils sont très bons déjà dans leur marque, dans leur marque commerciale tout court, et ils ont reproduit la même chose dans leur marque employeur. Si vous allez sur leur site Burger King recrutement, ils disent recrutez-nous. En fait, ils ont inversé complètement leur marque employeur, et ils demandent aux candidats, voilà, recrutez-nous. Donc j'ai trouvé ça très amusant. Ils tirent le fil de leur ton décalé, puis c'est très adapté à la cible finalement des candidats qui recherchent, qui est plutôt jeune, donc ça va forcément leur parler. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup sur le côté décalé. J'ai vu récemment une entreprise qui s'appelle OnePoint, et qui est un cabinet de conseil en stratégie digitale, qui a des métiers très techniques. Et alors je suis maman, donc je suis peut-être assez sensible à ça, mais ils ont fait parler les enfants des collaborateurs pour parler des métiers de leurs parents. Et sur leur site, c'est assez extraordinaire. On voit des enfants qui parlent de métiers très complexes avec leurs mots, et ça marche très très bien, forcément. Après, on a beaucoup d'entreprises qui, elles, vont s'impliquer sur des process de recrutement où elles vont vraiment suivre toutes les étapes du recrutement. Je pense à Decathlon, mais je trouve aussi qu'il y a un process de recrutement où ils font leurs promesses de recrutement sur leur site, et derrière, ils expliquent la façon dont ils vont s'engager et tenir leurs promesses auprès de leurs candidats dans les parcours de recrutement, et c'est assez juste de l'expliciter concrètement sur leur site. Je trouve que c'est très important ce qu'a dit Jenny sur le fait de tenir ses promesses. Parce que si on est déceptif, à un moment donné, le masque tombe. Il faut faire disparaître finalement cette posture qu'on a au moment du recrutement, et donner finalement plus de gages aux candidats que l'on rencontre, Agnès. Et il faut lui dire la vérité. Oui. Et il ne faut pas, une fois encore, que la marque employeur soit en réalité des mots qui n'ont pas de sens. Et donc, d'où ce travail, j'y reviens, je le disais au début, ce travail sur nous-mêmes pour être au clair sur les valeurs que l'on porte, et qui nous oblige aussi à faire en sorte que ces valeurs que l'on dit porter, eh bien, non seulement on les incarne, mais qu'on les transcrive dans notre quotidien. Nous disons et nous avons une diplomatie féministe, eh bien, nous devons, nous, être un employeur irréprochable, et donner toutes leurs chances aux femmes au sein de ce ministère, y compris dans des emplois d'encadrement supérieur. Nous avons une diplomatie environnementaliste, Dieu sait si elle est importante, eh bien nous devons également être un employeur irréprochable pour ce qui est du virage de la transition énergétique, et nous donner et faire en sorte que ceux qui veulent nous rejoindre parce que nous leur vendons ce sens-là, s'y retrouvent quand ils nous rejoignent. Ça m'amène à cette question sur la position des femmes dans le recrutement. Dans votre ministère, par exemple, cette part, elle est de combien entre les employés hommes et femmes? Alors, tout dépend de ce que vous mesurez. Nous sommes à peu près à nombre égal hommes et femmes. Dans les emplois d'encadrement supérieur, les emplois d'ambassadeurs et d'ambassadrices, il n'y a encore aujourd'hui que 31% d'ambassadrices. Mais c'est 12 ou 13% de mieux qu'il y a quelques années. Ça veut dire que ça progresse. Et ça veut dire que ça progresse, et que nous nous fixons des objectifs à la fois très ambitieux et atteignables, et que nous allons alimenter ces viviers précocement les ambassadrices de demain. Mais justement, est-ce que c'est une question de marque employeur, de ne pas avoir suffisamment de femmes, ou en tout cas l'égalité sur ces postes-là? Est-ce que c'est une question de candidats qui se présentent? Ça vient d'où, en fait, ce déséquilibre? Ça vient de loin, puisque l'on parle de femmes qui ont déjà 40, 50 ans, donc il faut revenir très en arrière, de ceux ou celles qui ont choisi de rejoindre le Quai d'Orsay il y a très longtemps. Pourquoi le faisaient-ils? Pourquoi ne le faisaient-ils
suffit-il pas. Il est clair que nous devons expliquer à des femmes qui se poseraient la question de la compatibilité de leur vie personnelle et de la vie professionnelle, que les deux choses sont compatibles. J'en suis un exemple. J'ai 4 enfants, je suis grand-mère et je n'ai jamais sacrifié ma vie professionnelle à ma vie personnelle et vice-versa. Alors peut-être que les générations futures sont plus sensibles et peut-être plus à même à se mettre dans des postes comme ça. Mais alors justement, quand on veut recruter au ministère, attirer ces femmes à ces postes-là, quel argument on met en avant pour qu'elles se présentent? Eh bien, nous devons leur expliquer ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons une politique très engagée pour favoriser les postes doubles, trouver dans toute la mesure du possible des emplois qui soient compatibles avec celui qu'exerce leur conjoint ou leur partenaire. Nous devons leur expliquer ce que nous faisons, que nous remplaçons tous les congés maternité en France ou à l'étranger, pour qu'elles ne vivent pas comme une forme de... entre guillemets, de retenue leur grossesse parce qu'elles auraient honte de devoir priver leurs collègues de leur présence pendant 3 mois ou 6 mois. Et nous devons leur dire aussi que nous avons l'expérience suffisante pour savoir que des femmes dans un collectif, singulièrement dans les collectifs qui sont les nôtres, ont une valeur ajoutée incomparable. On a beaucoup de réactions sur cette marque employeur. Sabrina nous dit, au-delà de la quête de sens, c'est aussi la capacité d'évolution au sein de l'entité. Oui. Jérôme nous dit, que se cache-t-il vraiment derrière le mot sens, effectivement. Et une question qui, je trouve, est très intéressante. Cécile qui nous dit, à mon sens, il est également important de mentionner l'échelle de salaire pour le poste à pourvoir. Combien d'offres d'emploi encore publiées sans échelle de rémunération? Est-ce que, Jenny, ce critère-là fait partie de la marque employeur ou va en faire partie dans les mois qui viennent? C'est très juste, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Oui. Et les choses ont évolué à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on se posait la question, est-ce qu'il fallait ou pas mettre le salaire sur les offres d'emploi? Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à une réponse qui est oui. Désormais, nos recruteurs, mettent le salaire sur l'offre d'emploi. Il y a beaucoup plus de transparence de la part des entreprises sur ce sujet-là. Il y a d'ailleurs les job boards et les sites d'emploi qui demandent même maintenant, certains, de manière obligatoire à mentionner le salaire. Si on ne mentionne pas le salaire, on ne peut pas diffuser l'offre d'emploi. Donc c'est très juste, c'est un élément forcément de différenciation pour les entreprises, de choix, mais de différenciation aussi derrière en termes de marque employeur. Et elle l'affiche de plus en plus clairement. Et aussi un élément qui force l'entreprise ou la structure à finalement traiter de façon égalitaire le candidat masculin et la candidate qui va se présenter, Agnès, par exemple. Alors, ça va de soi, dans la fonction publique en particulier. Oui. Et une fois qu'on l'a dit, ça ne va pas de soi. Parce que le paradoxe, c'est que l'on découvre, alors là, dans les recrutements de contractuels, et j'ai fait un sondage auprès de mes équipes, qu'il y a une forme d'inhibition de jeunes femmes à négocier leur salaire. Oui. Alors qu'on ne trouvera pas l'équivalent avec des jeunes hommes qui viendraient toquer à notre porte pour la première fois. Mais je pense que notre obligation à nous, et c'est ce que nous avons fait, nous, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ça a été de tendre vers une convergence absolue des rémunérations, hommes et femmes confondus, bien sûr. Aujourd'hui, les éléments discriminants principaux chez nous sont liés à des différences de grade et aussi à des différences d'affectation dans certains pays. Il peut arriver qu'on ait des hommes qui soient davantage dans des pays en crise où les rémunérations sont plus importantes. De fait plus élevées parce qu'il y a des prises de risque. Parce qu'il y a une prise de risque plus grande. Eh bien, notre objectif, c'est aussi de convaincre certaines femmes qu'elles y ont tout à fait leur place et qu'elles seraient des très bonnes gestionnaires de crise. Notre ambassadrice au Soudan a admirablement géré la crise à Khartoum et c'était une femme. Oui, donc effectivement, ça ne fait pas réellement de différence à ce niveau-là, au niveau des compétences finalement, parce que là, on parle de compétences. Jenny, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on travaille et qu'on développe sa marque employeur? Agnès en a cité une très juste, de tenir ses promesses. Ah bah oui. Alors ça, c'est la base quand on va mettre des messages sur sa culture d'entreprise, sur ses conditions de travail, sur ses avantages, sur les opportunités de développement. Il faut s'engager véritablement, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la marque employeur. Ça doit être fait par l'entreprise de manière
pérenne. Ça peut pas se faire en one shot où on va dire je vais faire une action et derrière on verra ce qui se passera. C'est vraiment un travail au quotidien pour l'entreprise. Donc si elle le fait comme ça, derrière elle va pas pouvoir tenir ses promesses. Ouais. Il y a pour moi aussi l'erreur, c'est de manquer de transparence et d'enjoliver la réalité au sein de l'entreprise. Ouais. Et ça crée un effet extrêmement déceptif après si la personne rejoint l'entreprise et va s'apercevoir que ce qu'on lui a dit, c'était pas tout à fait la réalité. Je pense qu'une erreur à commettre aussi, ça serait de pas impliquer ses collaborateurs, de pas les écouter, de pas être à l'écoute de ce qu'ils peuvent eux témoigner en termes de leur retour en quelque sorte. Exactement. Donc les collaborateurs, c'est important. Il y a souvent une question qu'on me pose sur les commentaires sur les réseaux sociaux qui peuvent apparaître sur Google aussi. Est-ce qu'on doit ou pas répondre aux commentaires négatifs qu'on peut avoir en tant qu'entreprise? Moi, j'encourage plutôt à y répondre et à prendre le temps d'y répondre. C'est très important de s'affirmer sur les réseaux et de répondre aux commentaires qu'on peut vous faire. Et puis, dernière erreur que je pourrais souligner, c'est de se comparer à la concurrence aussi ou au contraire de casser la concurrence et de dire du mal de la concurrence. Voilà. Agnès, qu'en pensez-vous? Je trouve que tout est juste. Tout est juste. Moi, j'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Jenny. Ne pas embellir, ne pas enjoliver, mais dire la vérité aussi. C'est-à-dire que si d'emblée vous affichez que certaines ambitions qui sont celles des candidats qui vous rejoignent seront hors de portée, il faut le dire. Il ne faut pas casser l'enthousiasme, mais ne pas entretenir d'illusions qui seront source de frustration. Être honnête au final. Bruno nous écrit « Il est bien de vendre sa marque employeur, mais cela correspond-il vraiment à la réalité vécue par les collaborateurs ? À mon sens, il faut aussi sensibiliser, voire former les managers pour être non pas des ambassadeurs, mais des modèles de la marque employeur. » Jenny, un commentaire là-dessus? C'est très, très juste ce qu'il dit. On ne l'a pas évoqué, effectivement, de sensibiliser les managers, parce qu'effectivement, si toutes les directives viennent d'en haut, qu'on implique les collaborateurs et que les managers sont pas eux aussi impliqués. Il y a une étude qui a ressorti que 50% des personnes qui quittent leur poste le font à cause de leur manager. Donc c'est énorme en fait. Donc effectivement, le travail il doit être mené conjointement avec toutes les... Autre étude, avant de vous laisser parler et vous dire le mot de la fin, Agnès, c'est que les managers à 52% n'ont pas choisi de l'être en entreprise. C'est un autre chiffre extrêmement important quand on voit aussi ce qu'il aurait demandé. Agnès, pour terminer. Énorme investissement de ce ministère sur la formation au management, parce que nous devons avoir des managers irréprochables qui incarnent les valeurs que nous portons, mais qui sachent aussi être en autorité, en décision, dans des conditions qui sont, je crois, plus difficiles qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. On ne manage plus les équipes de la même façon et l'attente de vos collaborateurs est bien supérieure à ce qu'elle pouvait être. Tolérance zéro sur des comportements, cela va sans dire, mais au-delà de ça, attente de leur part d'être des collaborateurs, d'être accompagnés, entraînés, formés, inspirés. Et puis, Jenny a tout à fait raison, on veut des managers qui portent eux-mêmes cette marque employeur, qui l'incarnent. Une expérience que je partage, nous étions il y a quelques semaines à l'INSP, qui est la successeur de l'ENA, où nous faisions ce qu'on appelle la retape pour convaincre ces jeunes qui sont particulièrement brillants de nous rejoindre. Et j'étais entourée d'un certain nombre des directeurs qui vendaient les postes offerts dans leur direction. Et chacune de ceux qui s'est exprimé était incroyablement convaincant parce que sincère, parce qu'ils croyaient à ce qu'il disait. Et de ce point de vue-là, moi, j'étais très fière d'être entourée de ces collaborateurs-là, de ces managers-là, pardon. Sujet absolument passionnant et qui a fait beaucoup réagir sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir. Merci Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Merci Agnès Roumaté-Espagne, DRH au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui recrute donc énormément. Toujours. Évidemment. Allez voir sur le site, n'hésitez pas. Merci à toutes les deux. Les suites des programmes sur notre antenne, le meilleur des experts entre 13h30 et 14h. La prochaine émission, la semaine prochaine, l'intelligence artificielle et les ressources humaines, sujet intéressant aussi. Il sera porté par Thomas Asportas dans cette émission. Et à 14h aujourd'hui, hebdocom, n'importe quoi, avec Rebecca Blanc-Lelouch. Passez une très bonne journée sur BFM Business. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.